nous allons sans plus tarder accueillir les invités de cette soirée. Donc, Anat Singh, Mélisse de Kerangal. Oui. Pour une rencontre animée par Xavier Laporte et avec notre traductrice préférée, Fabienne Gondran. Voilà, bonne soirée. Donc là, la rencontre va durer 1h30. Va durer à peu près 1h30 et comme je vous l'ai dit, après, il y aura une séance de dédicace des deux auteurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur que de venir en ces lieux. Il y a une sorte de tradition pour nous qui modérons ces tables rondes. C'est le coup de fil d'Emmanuel vers octobre, parce qu'il s'y prend tôt, qui est le début d'une sorte de succession de 250 coups de fil qui dure au minimum 1h30. Et donc, très tôt, Emmanuel m'a proposé d'animer cette soirée et m'a dit, voilà, j'ai une idée, on va faire une rencontre entre Anat Singh et Maëlys de Kerangal. Alors, il se trouvait que Maëlys, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, je la connais et je la lis avec passion depuis longtemps. Et j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, que Anat Singh, comme sans doute pas mal d'entre vous, j'avais lu aussi Le Champignon, la fin du monde avec beaucoup d'admiration, mais j'ai pas immédiatement saisi le rapport entre les deux. Et donc, quand on vous propose une discussion entre deux personnes dont vous saisissez pas exactement ce qui les relie, c'est évidemment un grand motif d'excitation. Et donc, ce que j'ai découvert par la suite, enfin ce qu'Emmanuel m'a dit au 340e coup de fil qui avait lieu en février, c'est qu'il y avait un rapport qui était aussi un rapport de lectrice, que Maëlys avait lu Le Champignon de la fin du monde et y avait trouvé beaucoup de choses qui l'avaient beaucoup intéressé et même inspiré, nous en parlera sans doute, et que Anat Singh avait lu d'abord La naissance d'un pont, et puis ensuite s'était rencontrés, et qu'il y avait eu quelque chose s'était tissé. Donc, ce à quoi j'espère que nous allons pouvoir assister tous ensemble, c'est pas simplement une rencontre comme il y en a plein qui se déroulent, mais c'est aussi une sorte de conversation entre deux personnes qui pratiquent pas du tout le même art. Et si j'emploie le mot art, c'est à dessein parce que c'est assez évident pour la littérature, ça peut l'être un peu moins pour le travail d'anthropologue d'Anat Singh, mais en fait ça l'est pour quiconque a ouvert Le Champignon de la fin du monde. Il y a quelque chose qui est ressorti à une pratique quasiment artistique, ou en tout cas d'écriture très, très forte. Et donc c'est à ça qu'on va, j'espère, assister ce soir. Alors ce que je vous propose, c'est que donc on a 1h30. On a établi ensemble un petit protocole qui est que on va commencer par une conversation de 20 minutes avec Anat Singh pour mettre au clair, je ne sais pas si le mot est pour déployer un petit peu cette histoire de champignons, du matsutake. Et puis ensuite, Maëlys entrera dans la conversation pour poser des questions, mais pas simplement parce que c'est pas que dans ce sens-là que ça se pose. Et puis ensuite, pour les 10 dernières minutes, on ouvrira les questions à vos questions, qui sont sans doute différentes de celles, ou pas d'ailleurs, de celles qu'on sera posées. Mais pour commencer, Maëlys a proposé de lire un passage du Champignon de la fin du monde, un passage qui se trouve, c'est le début du 2e chapitre, hein, c'est ça à peu près ? De la première partie. Ah, c'est le début de la première partie, et c'est un tout petit extrait, 3 pages, et on va commencer par écouter Maëlys lisant ce passage d'Anat Singh. Alors que la soirée était encore baignée de clarté, je m'aperçus que j'étais perdue dans une forêt inconnue, les mains vides. C'était à l'occasion de ma première expérience, partie pour pister les matsutake et leurs cueilleurs dans les montagnes cascades de l'Oregon.
Plus tôt dans l'après-midi, j'avais trouvé le grand camp du service des forêts créé pour les cueilleurs de champignons, mais tous alors étaient partis en expédition. J'avais ainsi décidé de partir moi aussi, en chasse, le temps qu'ils reviennent. Je n'aurais jamais pu imaginer une forêt d'apparence si peu prometteuse. Le sol était sec et rocheux. Rien ne poussait sinon de minces troncs de pins tordus. Quasiment aucune plante, pas même de l'herbe, à tel point que, quand j'ai tâtonné le sol, je me suis blessé les doigts avec des éclats de pierre acérés. Tandis que l'après-midi avançait, je trouvais 1 ou 2 chapeaux cuivrés de minables champignons assortis d'une teinte orange et d'une odeur fadasse. Rien d'autre. Pire encore, j'étais perdue. Quelle que soit la direction que je prenais, la forêt offrait toujours la même configuration. Je n'avais aucune idée de l'endroit où me diriger pour retrouver ma voiture. En outre, pensant qu'il ne s'agissait là que d'une courte escapade, je n'avais rien emporté avec moi et je savais que j'allais bientôt avoir soif, faim et froid. J'ai erré dans toutes les directions avant de me retrouver finalement sur un chemin de terre. Mais dans quel sens fallait-il aller ? Le soleil était très bas et je marchais péniblement. Après un bon kilomètre, un pick-up s'arrêta. Ses occupants, un jeune homme au visage radieux et un vieil homme ratatiné, proposèrent de m'emmener. Le jeune homme s'appelait Cao. Comme son oncle, me dit-il. Il était un descendant mien, issu des collines du Laos, et venu dans les années 1980 aux États-Unis depuis un camp de réfugiés en Thaïlande. Ils étaient voisins à Sacramento, en Californie, et là, ils venaient pour cueillir ensemble des champignons. Ils me ramenèrent dans leur campement. Le jeune homme partit chercher de l'eau à une citerne un peu plus loin avec des récipients en plastique. Le vieil homme ne parlait pas anglais, mais comme moi, il connaissait un peu le mandarin chinois. Alors que nous échangions péniblement quelques mots, il sortit une pipe à eau artisanale et enflamma son tabac. C'était le crépuscule quand Cao revint avec l'eau. Toutefois, il m'invita à l'accompagner chercher des champignons. Il y en avait tout près. Alors que la nuit tombait, nous dûmes escalader une colline rocheuse pas très loin du camp. Je ne voyais rien sinon la poussière et quelques troncs de pins squelettiques. Mais c'est là que Cao, muni de son seau et de son bâton, alors qu'il fouillait un sol apparemment vide, dégagea un gros champignon. Comment était-ce possible ? Aucun espoir d'en trouver à cet endroit, et soudain, il était là. Cao me tendit le champignon. Pour la première fois, je faisais l'expérience de son odeur. Cela n'a rien d'évident, rien à voir avec le parfum d'une fleur ou le fumet d'un plat appétissant, c'est plutôt troublant. Bien des gens n'apprendront jamais à l'aimer. C'est difficile à décrire. Certains évoquent une odeur de pourri et d'autres une pure beauté, les senteurs de l'automne. À ma première bouffée, je fus juste étonnée. Mais ce n'était pas seulement une question d'odeur qui me troublait. Qu'est-ce que des membres de la tribu mienne, des champignons pour japonais gourmets, et moi-même faisions là, dans une ancienne forêt industrielle en ruine de l'Oregon ? Je vivais depuis longtemps aux États-Unis et je n'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. Ce campement en mienne me ramenait dans le passé, à mon premier terrain en Asie du Sud-Est. Quant aux champignons, ils réveillaient mon intérêt pour l'esthétique et la cuisine japonaise. La forêt détruite, en revanche, ressemblait à un épisode cauchemardesque de science-fiction. Mais grâce à mon sens terre-à-terre quelque peu défectueux, j'imaginais que nous étions tous miraculeusement hors du temps et de l'espace, comme si nous sortions d'un conte de fées. J'étais bouche bée et intriguée. Poursuivre une recherche approfondie devint une nécessité. Ce livre est une tentative pour vous attirer, à votre tour, dans ce labyrinthe qui m'a happée. Anna Singh, mais qu'est-ce que vous faisiez dans cette forêt ? Qu'est-ce qui vous a amené au Matsutake ? I was looking for a global commodity that was not
fully regularized, where you could see all of the changes that the commodity had to go through from the producers to the consumers. And Mushroom Lover had told me about matsutake, but still, even after that story, I was completely surprised by what I found. Je cherchais une marchandise mondiale qui ne soit pas suffisamment réglementée pour qu'elle ait encore à ce stade une évolution très, très claire, qu'on puisse suivre pas à pas du producteur au consommateur. Plusieurs amoureux des champignons m'avaient déjà parlé du matsutake, mais moi-même en m'y rendant, j'ai été profondément étonnée par ce que j'ai découvert. Parce qu'il y a son odeur que vous décrivez dans ce passage. Mais qu'est-ce qui le rend si particulier, ce matsutake? It's a sharp and disturbing smell when you first smell it. And at least for me, I had to learn to love it. I can't do much better in telling you how disturbing it is than the words of a California mycologist who obviously also had trouble. He described it as a provocative juxtaposition of Red Hots, that's a cinnamon candy, and dirty socks. L'odeur est très aiguë et très déroutante la première fois qu'on la découvre. J'ai mis un temps certain à l'aimer. Ça a vraiment été un goût acquis. Et c'est déroutant à tel point qu'un de mes collègues l'a décrite comme une odeur très provocante, à mi-chemin entre un bonbon à la cannelle et des chaussettes sales. Et pourquoi alors tous ces gens le cherchent dans ces forêts d'Oregon, le matsutake? Many people describe their experiences with what they call mushroom fever, the passion that takes you over when you start to look for mushrooms and you find one and then you want to find more. De nombreuses personnes parlent de cette expérience comme de la fièvre du champignon, c'est-à-dire cette passion qui vous bouleverse, qui vous emporte quand vous en trouvez un pour la première fois et qui vous donne envie aussitôt d'en trouver un autre. Mais Anna Singh, vous ne répondez pas complètement à ma question. Vous faites comme si le matsutake était un champignon comme les autres. Ce n'est pas le cas. At certain times, this mushroom has been the most expensive mushroom in the world when the prices have been high. And one Japanese grocer explained to me, he said, well, in some ways, you could say it's like truffles in France, but you can understand French culture without understanding truffles. You can't understand Japanese culture without understanding matsutake. À certaines époques, ce champignon était le champignon le plus onéreux, le plus cher au monde. Un grossiste japonais m'a expliqué que c'est un peu comme les truffes en France. On ne peut pas comprendre la culture française si on ne comprend pas le rapport que les Français entretiennent avec la truffe. On ne peut pas comprendre la culture japonaise si on ne comprend pas le lien entre le Japon et ce fameux matsutake. Et quelle est justement son histoire au Japon, au matsutake? Matsutake has been valued in Japan for many centuries, but it only became really rare in the 1970s through ecological changes in Japan. And that was just the time that the economy of Japan shot up and lots of money was flowing around. When it was discovered that matsutake occurred in many places around the northern hemisphere, pickers rushed out to the mountains. This is not a mushroom that you can cultivate. They rushed out to the mountains to gather mushrooms to send them to Japan. Le matsutake est très prisé au Japon depuis de nombreux siècles, mais ce n'est que dans les années 1970, à la faveur du changement écologique, qu'il est devenu une véritable rareté. Et c'est à cette même époque que l'économie japonaise a décollé, créant un afflux financier très très important. Et donc, comme c'est un champignon qui ne peut pas être cultivé, les gens se sont précipités dans les montagnes, dans les lieux où il poussait, pour le récolter.
Comment il pousse le Matsutake, justement? Puisque c'est ce qui explique le sous-titre de votre livre, qui est, je le rappelle, juste sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. This is a mushroom that, as we are learning about so many organisms, cannot grow by itself. It grows only with the roots of particular trees, and it nourishes the trees even as it's nourished by them. Comme beaucoup d'organismes, ce champignon ne pousse pas seul. Il est tributaire des racines de certains arbres dont il se nourrit et qu'il nourrit en retour. But unlike some other kinds of mushrooms, even those that grows with trees, it grows well even in very poor soils, places where trees might have trouble finding nutrients. There's many ways that those kinds of poor soils can be produced by volcanoes, by mudslides, by sand dunes. But another way they can be produced is by human action, by the erosion caused by human farming, by the other ways that humans can impoverish soils. And one of the strange and wonderful things about Matsutake is as long as there's still forests in those places, Matsutake might be growing there too. Mais contrairement aux autres champignons, le Matsutake pousse très bien sur des sols pauvres. Et contrairement à certains arbres qui n'y trouveront pas les nutriments nécessaires. Le Matsutake va donc pousser sur des sols qui ont été abîmés par des volcans, va pousser sur des dunes de sable, et va pousser également dans des lieux où l'érosion humaine a eu un impact important, à cause notamment de l'agriculture, mais de son impact en général qui vient appauvrir les sols. Et ce champignon va pousser là où d'autres n'y arriveront pas. Et justement, alors qu'est-ce qui l'a fait pousser au Japon, ce champignon, et qu'est-ce qui fait qu'on le retrouve aussi dans les forêts d'Oregon par lesquelles on a ouvert ces discussions? Matsutake in Japan is almost a weed of traditional farming and forestry, that it grows in village forests with red pine, which is a tree that comes up when farmers use the forest all the time to cut firewood, to make charcoal, that those forests become open and disturbed in ways that allow these pine trees and matsutake to grow in those forests. In contrast, in Oregon, people find matsutake in logged over forests that were once the center of the logging industry in Oregon, but now are quite poor forests. In fact, the mushrooms are sometimes more expensive than the trees, because the trees that are left after so many trees were cut are much smaller and of different species than the ones that they cut down. Au Japon, ce champignon est quasiment considéré comme une herbe. Il pousse dans les villages à la faveur de la présence des pins rouges qui poussent, eux, dans les forêts dont les agriculteurs se servent et dans des forêts qui ont été beaucoup utilisées et donc beaucoup détruites, dont on a coupé les arbres, et le champignon pousse à cet endroit. À l'inverse, dans l'Oregon, il pousse dans des forêts qui ont été surexploitées par la sylviculture et qui, de fait, deviennent plus chères, coûtent plus cher que les arbres qui sont coupés, parce qu'à force, les arbres qui poussent, sont tout petits. Ce sont des espèces qui ne sont pas intéressantes, et donc le champignon est devenu plus cher que l'arbre que l'on cultive. Alors, Anna Singh, j'imagine que les gens qui sont dans cette salle et qui n'ont pas lu votre livre doivent se dire « Ok, c'est hyper sympa de nous parler d'un champignon, mais qu'est-ce que ça raconte, ce champignon? Pourquoi ce champignon vous intéresse et qu'est-ce qu'il dit sur notre monde, puisque l'intuition de départ dont vous nous avez parlé tout à l'heure n'avait pas grand-chose à voir avec le champignon, puisque c'était un bien qui avait des circuits d'échange particuliers. Voilà. Donc, pourquoi ce champignon? Qu'est-ce qu'il dit? I found this mushroom very good to think with about the situation we're in and the problems
knowing where to go. That for me, so much of the world we live in consists of lands that have already been used for capitalist profit in one way or another. And it's rather amazing that as much can grow in there as can. And this mushroom is just one example of a living thing that grows in the ruins that we have made ourselves. As we continue to have to think about living in these ruins, this mushroom is very good to think with. Ce champignon me permet de penser la situation dans laquelle nous sommes, à savoir que nous sommes dans un monde dans lequel nous ne savons pas où nous allons. Nous avons surexploité des terres pour des profits majoritairement capitalistes, des terres qui sont devenues des ruines, et ce champignon pousse sur ces ruines que nous avons faites nous-mêmes. Donc ce champignon m'intéressait en tant que manière de penser ces ruines. Et ce champignon aussi, il crée une économie très particulière, puisque la lecture que faisait Maëlys, c'était la lecture des cueilleurs de la forêt d'Oregon. Qu'est-ce qui construit comme économie ce champignon ? Maybe to connect with the last question, I can say that this economy interests me because it's the kind of economy that no one would have ever noticed in the 20th century, even though these kinds of economies have been with us for as long as I can think of. But we didn't notice it because we thought there was a single economy going forward that we noticed, that we called progress, and everything else fell to the side, including something that seemed as peripheral and precarious as mushroom picking. That this kind of economy in which pickers support themselves to go to the mountains to look for the mushrooms increasingly has resonances with the kinds of livelihood of people around the world. And I think we should start noticing those economies instead of just the ones we thought of as progress. Et pour faire le lien avec votre question précédente, cette économie m'intéresse parce qu'on ne l'avait pas remarquée à notre époque, alors qu'elle est avec nous depuis très très longtemps. On a tendance à penser qu'il y a un seul type d'économie qui va de l'avant, on appelle ça le progrès, alors qu'il y a avec cette cueillette, avec la précarité qui va avec cette survivance dans les montagnes, quelque chose qui résonne de plus en plus avec des moyens de subsistance qui deviennent de plus en plus répandus à travers le monde, et je pense qu'il est temps de remarquer ce type d'économie qui est à la marge. Mais Anat Singh, il faut la remarquer pourquoi ce type d'économie ? Il faut la remarquer, scientifiquement on peut le comprendre, mais politiquement il faut la remarquer pourquoi ? We've entered a world in which the stories that people told themselves about progress have less and less traction in the popular imagination. And I think people all over the world are reaching out to think about how to move forward in a world without a sense that the future is guaranteed, that perhaps our attention to the peripheral and the precarious is the way that we could imagine going forward. Nous vivons dans un monde où les histoires qui se racontaient jusqu'ici sur le progrès ont de moins en moins d'emprise sur l'imagination populaire. Et parce que nous avons de moins en moins ce sentiment que notre avenir est absolument garanti. Donc peut-être est-ce le moment de se pencher sur cette précarité, sur cette périphérie, comme autre moyen de penser l'avenir. Et qu'est-ce que le Matsutake nous permet d'imaginer comme autre mode ? Il y a plein de mots et de notions très importantes dans votre livre. Il y a la notion d'agencement, de patch, de collaboration interspécifique. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques-uns de ces mots, quelques-unes de ces notions, en quoi elles nous permettent de penser une autre manière justement de penser l'avenir ? Other modes of thinking the future, thanks to these
Well, perhaps one is just the recognition of interspecies dependence, that I think through most of the 20th century, most people thought that humans could live by themselves and that we were autonomous beings in the world. But more and more we recognize that no organism can become itself without its interdependence with other species. And I think there's going to be a lecture about that in the next few days, that these mushrooms that live together with trees and can't live by themselves just as one species are a way of reminding us that we too, as human beings, are dependent on other species and really can't make it as a single species without paying a more careful attention to our many companions of other species. Peut-être qu'il s'agit de reconnaître la dépendance entre les espèces. On a traversé tout le XXe siècle en pensant que les humains vivaient seuls, de manière totalement autonome, alors qu'on sait pertinemment qu'aucun organisme ne peut advenir, ne peut se développer sans les autres. Il y aura d'ailleurs d'autres rencontres au cours du festival à ce sujet. Et c'est le cas des champignons et des arbres qui nous rappellent que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous ne vivons pas dans un vase clos et ils attirent notre attention sur le fait que nous avons besoin des autres espèces. Je vais donner la parole à Maëlys dans quelques instants, mais est-ce que vous pouvez nous la détailler, justement, cette collaboration interspécifique dans le cadre du Matsutake? About the mushrooms. Well, so this kind of fungus lives only intertwined with the roots of trees. They make a joint organ that, if you think of an organ as a part of a body, this is an organ that belongs to two species, a fungus and a tree. And together, they are able to find water and nutrients in very difficult places where it might be hard for plants by themselves to get enough nutrients out of these places to live well. So between the fungus and the tree, they allow trees to grow in places that would be quite daunting for plants to grow, including this logged over forest in Oregon, where I was doing my research. Ce champignon vit enchevêtré avec les racines de l'arbre et donc à eux deux, ils créent un organisme qui est bicéphale en quelque sorte, qui appartient aux deux espèces. Et c'est cette mutualisation qui permet de trouver de l'eau et des nutriments, à la fois pour le champignon et pas pour l'arbre, dans des lieux où, pris séparément, les deux espèces ne pourraient vraisemblablement pas survivre parce que ce sont des conditions trop extrêmes. Et donc, c'est dans ces lieux de surexploitation humaine que cette collaboration leur permet de coexister. Et comment intervient l'homme là-dedans? Qui collabore? Quels hommes collaborent à ça? If we consider the Japanese forest, humans are a part of the symbiosis in that the farmers would rake the duff, the leaves, the needles off of the forest floor to bring as fertilizers to their fields, allowing the kinds of mineral soils that the pines liked to regenerate. They also cut some of the deciduous trees, opening light that allowed the pines to flourish. It was in these conditions that Matsutake and pine and humans, as those who raked and cut, could live together and create an assemblage of different species that were working together. Si on prend l'exemple des forêts japonaises, l'homme fait partie de cette symbiose. C'est-à-dire qu'il est venu, il a ratissé le sol pour en prélever les aiguilles qu'il a épandues sur ses champs.
Il a coupé certains arbres, ce qui a fait affluer la lumière, ce qui a permis la croissance d'autres espèces. Donc c'est vraiment cet assemblage du champignon, des pins et des humains qui a permis cette collaboration. Et dans ces forêts d'Oregon, qui sont proprement fascinantes par les populations qu'elles rassemblent, entre les immigrés sud-asiatiques, arrivés là par des voies politiques complexes, par les vétérans de la guerre du Vietnam qui se sont retirés dans les forêts, par des acheteurs, par des Indiens qui retrouvent la manière de vivre. Ça aussi, c'est des sortes de collaborations interspécifiques très particulières. Yes, I think the regulatory dreams of 20th century capitalism allowed us to imagine a homogeneous society that never really existed, and that now that those dreams are deserting us, we're beginning to see the heterogeneity of ethnicities, of kinds of purposes, of political motivations, of livelihood practices that have characterized our societies all along. And for me, one of the most amazing things about being in the middle of this rather botanically impoverished forest in Oregon was the richness of cultural forms that had entered the forest with all of the kinds of people that you just mentioned. En fait, le rêve régulateur du XXe siècle, à savoir celui d'une société homogène, est un rêve qui est en train de déserter, de disparaître, de nous échapper, laissant place à ce qui est là depuis le début, c'est-à-dire une hétérogénéité, tant en termes d'ethnicité que de pratiques quotidiennes pour obtenir ces moyens de subsistance. Et ça a toujours caractérisé nos sociétés tout du long. Et ce que j'ai trouvé incroyable dans cette forêt de l'Oregon que vous citiez, c'est qu'au milieu d'un espace manifestement aussi pauvre, venait s'inscrire une richesse culturelle absolument phénoménale. Alors, Anna Tsing, on va continuer à parler de votre livre, mais évidemment, la question qui se pose, c'est comment l'auteur de Naissance d'un pont, de Cornish Kennedy, lit, d'abord, peut-être tout simplement, assez concrètement, tombe sur ce livre-là, et ensuite le lit, Maëlys. Moi, je suis tombée sur ce livre en librairie, tout bêtement. Et en fait, j'avais été assez interloquée quand même par ce titre, Le champignon de la fin du monde, et évidemment aussi par le sous-titre. Je l'ai lu d'ailleurs assez vite, et vraiment, c'est, je pense, un hasard. J'en avais pas vraiment entendu parler. Et puis après, c'est aussi un livre qui avait fait l'objet de discussions avec d'autres personnes avec qui je parle, etc. Et c'est vrai que je voyais aussi l'intérêt qu'on y apportait ensemble, et ça m'a aussi engagée à y revenir, à le regarder mieux, et c'est devenu c'est un grand livre, mais c'est aussi devenu un livre pour nous, c'est-à-dire un livre qui livre à la fois une aventure d'abord, parce que je pense que moi j'ai lu ce livre vraiment comme une aventure, avant de le lire comme un livre, le grand livre d'une anthropologue américaine dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai lu comme une aventure, et puis comme une expérience. C'est une expérience très pleine, très riche, où j'ai trouvé ce qui m'a intéressée, c'est évidemment la manière dont le Matsutake devient une forme ce pistage devient une forme de méthode pour décrire le monde contemporain, notre monde, pour le comprendre, pour le penser. Et ça, j'ai été quand même assez émerveillée par ce travail. Mais aussi, j'ai trouvé plein d'autres choses, et d'ailleurs qui sont livrées dans, par exemple, les intitulés des chapitres. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle l'art d'observer. On entre dans ce livre de manière assez
étonnante. C'est un livre où il y a une narratrice qui dit « je », qui convoque absolument tous ses sens. Les sens physiques sont très présents dans ce livre, le corps est très présent. Il y a un mouvement qui s'inscrit tout au long du livre, qui est un mouvement, ma foi, assez haletant tout de même. Et puis, évidemment, il y a son aspect polyphonique et aussi l'hétérogénéité des matériaux convoqués pour construire ce récit. Je dois dire, c'est aussi cette manière, cette façon de raconter le monde qui est assez saisissante dans ce livre. Je ne dis pas forcément qu'Anna-Tsing est la seule ou est la première. En tout cas, pour moi, ça a été un peu une forme d'initiation, au sens où on rentre dans ce livre par un haïku médiéval japonais, et puis on est assez vite, effectivement, dans les forêts d'Oregon, on passe par le Yunnan, il y a des développements sur, par exemple, les forêts de l'intérieur du Japon. Il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre d'une exploration très précise, vraiment, et presque... elle dit fongique, mycologique de cette plante. Et puis, évidemment, ce qui est le plus bouleversant et assez, je pense, assez émouvant, c'est évidemment la puissance politique du livre. Et c'est-à-dire le fait que c'est un livre qui pose l'idée que la précarité est désormais un état du monde, et c'est un livre qui est à la fois merveilleux et aussi troublant, assez inquiétant, qui nous parle de la vulnérabilité, de notre capacité à détruire, mais aussi de nos capacités à réinventer des formes de vie. C'est un texte passionnant, je pense. Ok, donc tu viens de faire ce qui est à peu près l'enfer de l'animateur, c'est-à-dire tout dire en 2 minutes 30. Donc, ok, par quoi on commence, maintenant ? Bon, on peut reprendre. Comment ? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Non, partons partons peut-être par les chapitres, l'écriture, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était extrêmement troublant de lire un livre qui mêle autant de types de discours, etc. Et je voulais savoir, peut-être la question du coup que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'était si important pour cette entreprise-là que de mêler les types de discours, que de faire des intermèdes, que de parler de chants, que de faire des passages sur des fantômes, que de mettre des haïkus. En quoi c'était si important que ça pour la démonstration ? Je ne sais même pas si c'est une démonstration d'ailleurs. Maybe I'll make a comment on Maëlys's writing first, if I may. Ok, si vous voulez, c'est parfait. What she just demonstrated in describing my book is this incredible force of language in her own writing, where in a single sentence, so much life bubbles out that I am so in awe of how she uses language to produce so many effects at the same time. And in a small way, she just conjured so many images from my book, but really to draw it into the narrative stream that makes her own writing so powerful. Alors, si je puis commencer par réagir aux commentaires de Maëlys en parlant de sa propre écriture, elle vient de démontrer magistralement la force de sa propre écriture et la force de sa langue, de son langage, qui bouillonne de vie en une seule phrase, qui est capable de façonner des effets extraordinaires, et comme elle vient de le faire, en recréant des images de mon livre, juste en un long flux comme ça. Comment vous écrivez ? J'interromps ma propre question, mais comment vous écrivez, vous ? In this book, one of the effects I wanted to create, I think of as a cascade of stories that if we don't have one single story drawing us forward, perhaps what we need
is so many different stories that overlap on top of each other, that interrupt each other, that have their own specificity and yet blend and mingle and have tensions with and strengthen each other, that it's it's like a river with many different streams coming in, but which maintain some of their own integrity. So I'm not sure if this is how I always write, but in this book, I wanted to show how many stories could overlap, that all these different kinds of mushroom pickers that you mentioned, and they each have their own distinctive, amazing stories, and I wanted to tell a lot of them to show what kind of life was emerging in those mushroom forests. J'ai souhaité créer un effet en particulier avec ce livre, qui est l'image de la cascade. Je voulais créer une cascade d'histoires, c'est-à-dire, si on part du principe qu'une seule histoire ne permet pas de raconter quelque chose, j'ai voulu aller vers quelque chose de plus polyphonique en utilisant un enchevêtrement, un chevauchement d'histoires qui viennent se marcher les unes sur les autres, s'interrompre parfois, mais qui sont toutes spécifiques et qui toutes s'entremêlent et en s'entremêlant se renforcent. Un peu comme l'image du fleuve dans lequel viennent se jeter, déverser toutes les rivières sans pour autant perdre chacune leur spécificité et leur intégrité propre. Et je voulais montrer à travers les récits et les histoires de tous ces différents cueilleurs qu'ils avaient certes des histoires propres, mais qu'ils créaient à eux tous, d'une grande voix, une profusion de vie. Mais pardon, Anna Tsing, mais c'est pas du tout l'idée qu'on se fait de l'écriture académique, hein. When I was writing, all of my writing advisors advised me the whole time that this was a terrible way to write. And for some reason, it just made me really stubborn. And I kept trying to work with a style that I was quite worried would lose my academic readers. Mais d'ailleurs, vous avez raison, pendant que j'écrivais, on me conseillait au niveau académique de ne surtout pas écrire comme ça, ce qui m'a rendu absolument têtue. Et j'avais peur de perdre ce style, mais j'y tenais. Maëlys, tu veux ? Oui, enfin, je trouve aussi que justement, c'est dans cette écriture qu'il y a quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire de la même manière que Anna Tsing se porte sur les marges, justement, dans ces lisières, dans ces forêts dévastées, mais vraiment, justement, dans ces marges du monde où l'on trouve ces champignons. De la même manière, elle élabore une écriture qui se situe aux marges peut-être de l'écriture anthropologique et de fait qui collabore, enfin j'ai cette notion de collaboration, elle l'applique évidemment aussi à sa propre écriture, c'est-à-dire elle collabore avec des lexiques plus littéraires, avec peut-être une façon de recourir à la narration. Dans le passage que j'ai lu, on voit, voilà, c'est une histoire. À un moment donné, on rentre dans une narration qui progresse et qui pourrait être d'ailleurs presque isolée en elle-même. Et pour moi, c'était très étonnant de me rappeler souvent que c'est une œuvre d'une anthropologue, etc. Parce que j'avais pas forcément l'idée qu'on puisse être aussi sensuel, sensoriel dans la précision lexicale. Par exemple, il y a tout un chapitre qui s'appelle « humer », au sens de sentir. Tu voyais quoi comme autre sens au mot « humer » ? Ah, ça peut être... non, mais là, pour non, mais le c'est coup, pas grave, c'était... Non, et du coup, je trouve que ça c'est un pour moi, c'était quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire l'idée que c'est une écriture aussi de la description, justement, détaillée, des expériences, et où la sensibilité et l'émotion est quand même très présente.
Et donc j'avais le sentiment qu'elle elle collabore, elle mobilise aussi d'autres outils que ceux de l'exposition ou que ceux de l'écriture pure de la théorie ou de celle qui serait que de l'écriture de l'enquête ou de la description ethnographique, etc. On a là quelque chose de plus agencé. Et pourquoi il fallait faire ça pour ce livre, Anna Tsing, justement? Pourquoi il fallait écrire ça? Pourquoi il fallait passer par ces langues différentes? Pourquoi c'était si important? Let me interrupt it again to turn a moment back to Maëlyse's work. Je peux aussi vous laisser. What'd you say? Oh, no. Just because it's relevant to what she just said, that when I read the book that's translated as Birth of a Bridge, I thought that I was reading a much better version of the social science theories that I had been involved in, and that I was amazed that so many anthropologists these days are interested in infrastructure like a bridge, and what's it mean, and how do you make that bridge not just a mechanical object, but that's something that brings life to so many stories. And to me, the novel exemplified all of these social science theories so much better than the scholarly works that I had been reading. I felt very energized just in that way of breaking out of the genre and learning more as a result. Et donc, pour de nouveau vous interrompre, mais de manière pertinente, ne nous laissez pas toutes seules, toutes les deux. Je pensais au roman donc La naissance d'un pont, et quand je l'ai lu, je me suis dit qu'il était bien meilleur que n'importe quel ouvrage de théorie de sciences sociales que j'avais pu lire à ce jour, qui tous s'interrogent sur... quand on parle d'une infrastructure comme un pont, sur le fait de ne pas juste décrire un objet mécanique, mais un lieu qui vient donner naissance à des histoires. Et ce livre le faisait 1000 fois mieux que n'importe quel des travaux érudits que j'avais pu lire à ce jour. Bon, c'est aussi les pouvoirs de la fiction, hein. C'est-à-dire que, pour le coup, Moi, j'ai jamais considéré que la fiction ou l'écriture justement de romans, de nouvelles, était une espèce de licence ou de blanc-seing pour écrire un peu ce qui me semblait bon. Il y a aussi un travail de documentation, parfois un travail d'enquête ou un travail d'écoute. Et un travail sur le langage, en tout cas sur les lexiques. Et de fait, je crois beaucoup à la teneur cognitive de la fiction et de la littérature. Moi-même, je le dis parfois, mais je trouve ça important de le redire quand même. C'est que je pense que j'ai lié je suis entrée en relation avec les romans parce que j'avais envie de connaître le monde, tout simplement, parce que j'avais envie d'avoir accès à d'autres espaces, à d'autres temporalités, à d'autres durées, à d'autres milieux, à des mondes auxquels ma vie ne me donnait pas accès. Et que c'est pour le coup, il y a cette dimension cognitive dans la littérature qui est très forte, et je pense aussi que c'est ce qui me porte aussi moi à quand même beaucoup lire ce qui peut se publier dans le champ des sciences humaines ou des sciences sociales, et à travailler aussi en collaborant moi avec en mobilisant ces écritures. Et voilà, je pense que c'est une façon aussi de me porter aussi parfois aux lisières de ce qui serait un art du roman qui reposerait sur vraiment l'invention, les personnages, etc. C'est vrai que moi, je suis aussi assez engagée dans la description de mondes techniques, sociaux, culturels, auxquels ma vie... auquel j'ai finalement accès en écrivant une fiction, quoi, et non pas en tant que scientifique. Oui, mais du coup, ça repose la question que je posais tout à l'heure, parce que c'est la réciproque exacte, Anna. Non ?
Si, parce que c'est Amaëlys, elle va chercher des infrastructures, des langages différents dans la fiction, et vous êtes dans un discours qui est aussi académique, et vous allez chercher la fiction, etc. Du récit. I think a common theme is the importance of description, that I want in my work to argue for the importance of description, that sometimes in the social sciences, people feel that theory for theory's sake is the goal, but it seems to me that theory, that is, if in the sense of the ways that we understand the world, needs to come out of description, that if we want to learn ways to look at the world, we need to begin in those kinds of precise, vivid, writerly descriptions that help us understand the world, and then think of what is it that we want to grasp about that. Je pense que nous avons un thème en commun qui est la description et l'importance de la description. Dans les sciences sociales, on a parfois tendance à poser la théorie comme le but ultime, alors que je pense que la théorie doit naître de la description et de cette capacité à appréhender et à regarder le monde avec du coup un regard qui est plus peut-être littéraire, effectivement. Et ça veut dire que quand vous commencez le travail, ça veut dire que la théorie va naître du travail d'enquête, dans votre cas, où vous êtes allé vérifier sur le terrain des choses que vous aviez envie d'y trouver. Yes, if I'm understanding what you're asking correctly, I feel the most positive about the kinds of research that I've been trained to do, because it allows you to figure out what it is that you want to understand from the investigations themselves, rather than imposing it as a top-down model in which you can only check off boxes to figure out if you're right or not. But that instead, the research process itself and what you investigate keeps changing your questions and changing what it is that you think that you have to say about the world. And do you have an example of that? You know, quelque chose qui aurait bifurqué pendant la recherche? Sure. Do you want to go first? Yeah. Peut-être que l'aspect le plus positif de cette manière de travailler et de mener l'enquête, c'est que la recherche permet de trouver ce qu'on essaye préalablement de comprendre. Donc ce n'est pas ce mouvement du haut vers le bas qu'imposerait la théorie, qui veut qu'on aille la vérifier sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, plus je mène l'enquête, plus mes questions changent et plus ma perception des questions change. An example, when I first went to study Matsutake, I admitted that I was thinking about a study of global commodities. But everyone I spoke to brought me closer and closer into the world of the Matsutake itself as a living organism. And by the time I was further involved in the research, it was clear to me that the histories of the forest, in which the matsutake and the pine trees were also part of the story that needed to be told, that I couldn't just imagine a world in which human transactions were going to be my whole story. They brought me into this matsutake world, and that became one of the most important themes through the research itself. Par exemple, j'ai commencé ce travail sur le matsutake et je disais à tout le monde que je voulais travailler sur une marchandise à l'échelle mondiale. Et plus je parlais aux gens, plus je me rendais compte que je travaillais en fait sur un organisme vivant. Et donc, il fallait parler de l'histoire des forêts, des pins, raconter ces histoires et imaginer ce monde des transactions humaines. Non, je me disais que ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est quand Anna justement a parlé de la description et de l'attention. On pourrait même dire peut-être de la vigilance. Alors, et c'est vrai que ce qui est assez fascinant dans son livre, c'est l'extraordinaire. D'abord, cette espèce de rythme, de calme, de regard extrêmement ajusté et d'attention, j'allais dire presque d'empathie
hein, qu'elle déploie autour de ce champignon. Et l'empathie, finalement, comme une façon de faire monter aussi une forme d'émotion, j'allais dire, alors là, pour le coup, dans l'écriture. Et je trouvais encore que la question de la précision dont on parle pas mal, l'histoire de la précision dans la description, elle est totalement à l'œuvre dans le livre d'Anna, aussi parce que c'est un livre politique et que la précision, c'est toujours un geste politique. C'est ce qui permet... Pourquoi ça, enfin, comment ça? Parce que quand on précise, on distingue, on spécifie et surtout on singularise. Le livre d'Anna, Tsing, il fait surgir des vies. C'est là où il est fort, c'est-à-dire qu'il y a des vies qui se dressent et on n'est pas, si vous voulez, dans un continuum justement de mots. C'est-à-dire précisément, là, le passage que je voulais lire, on voit ce jeune homme KO, le bonhomme ratatiné, la pipe à eau, etc. Toute cette attention dans la description et tout ce qu'elle mobilise justement comme empathie, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, regarde évidemment vers la littérature, mais c'est aussi un enjeu de mon travail. La précision, c'est ce qui permet de distinguer le presque même du pas tout à fait pareil, du différent. Ça nuance. On en parlait pas mal à propos du livre de Romain Bertrand sur le détail du monde. Il y a cette idée dans le détail et dans l'idée de détailler, il y a l'idée aussi de resingulariser, de spécifier, et c'est une façon, je pense aussi, de tenir à bout de gaffe. On pourrait dire résistance, mais c'est un peu pompeux. Mais de se garder, en tout cas, d'une forme de lissage qui est celui auquel notre économie, de lissage des surfaces, de lissage du réel, et de lissage des imaginaires et de lissage des langues. Et au contraire, le détail, c'est ce qui nous redonne des prix, c'est ce qui fait venir des formes d'aspérité sur lesquelles on peut se remettre à penser, se remettre à imaginer, en ce qui me concerne. Et pour moi, ce livre, Le champignon de la fin du monde, il est exemplaire pour ça. C'est dans cette vigilance, dans cette attention, et justement que résorbe la description qu'elle déploie. Enfin, et ça, je trouve que c'est fort, et c'est politique. Bien sûr que c'est politique. Anna, je ne vais pas vous poser de questions, parce que de toute façon, vous n'allez pas y répondre. Mais le terme politique, quand même, si je peux me permettre. I feel fine calling the book political, because in the sense that it's asking about the situation we're in and what possibilities there are for dealing with it. And indeed, I don't have a prescription to save the world in this book, but only to start noticing all the parts that we have not paid attention to in the past, as the beginning of making alliances, not only with people who are very different from us, but also with other species that might help us to create worlds that are livable to the best of our abilities in a very difficult time. Je suis d'accord pour cette notion de politique, parce que le livre pose la question de la situation dans laquelle nous sommes et la possibilité de l'aborder pour lui trouver des solutions. Ce n'est pas pour autant une ordonnance sur la manière de sauver le monde, mais c'est un livre qui invite à s'interroger sur ce à quoi on n'a pas ou pas suffisamment prêté attention jusqu'ici. Et donc qui invite à créer des alliances, non seulement avec des gens différents, mais avec des espèces différentes qui pourraient nous permettre de faire de notre monde un espace de nouveau vivable. Mais parce que je vais sans doute poser une question très vulgaire eu égard à ce que vous venez de dire, mais c'est une question qu'on se pose à la lecture de votre livre, c'est que ce que vous décrivez du Matsutake, de son économie, du type de collaboration que c'est, de population que ça mobilise aussi, et de mode de vie que tout ça crée, qui est à la fois
très précaire, qui peut être très dur. Vous avez des pages très belles sur des gens qui meurent, sur des difficultés d'accès à ces lieux-là où ces populations campent un peu, etc. Sur aussi, ça donne lieu à des mouvements d'argent qui sont compliqués, dans lesquels les gens perdent beaucoup. C'est à la fois un monde possible. Est-ce que c'est un monde dont il faut se réjouir ? Pardonnez-moi, c'est très vulgaire comme question, mais est-ce qu'il faut se réjouir que de ce type de lieux existent, ou simplement il faut constater leur existence ? The world with progress as a story was a much easier world. That I was born into that world where, when I was a kid, my friends and I thought the world was getting better and better in lots of ways. And that was an easier world than the one we're stuck with now, where all of the ways that the world is not getting better and better have suddenly become apparent. It's very hard to celebrate the situation we're in now. I cannot imagine it. In fact, things get more and more terrifying every day. But we have no choice except to keep trying to negotiate within those difficulties to make at least some small patches of livable situations, and that the best I can think of right now in terrible times is to make alliances for livability with both humans and non-humans. Le monde qui avait le progrès comme histoire était beaucoup plus simple et offrait une narration beaucoup plus simple. Moi, quand j'étais enfant, mes amis et moi, on pensait que le monde avait pour objet de se bonifier, d'être de mieux en mieux. Le monde avec lequel on se retrouve aujourd'hui n'est pas de mieux en mieux, on s'en rend bien compte, et il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, pour répondre à votre question. C'est de plus en plus terrifiant, mais je pense qu'il faut continuer à essayer de négocier les choses au sein de ces difficultés apparentes pour trouver, dénicher, débusquer des espaces vivables. Et à mon avis, ces espaces vivables se trouvent dans ces alliances entre l'humain et le non-humain. Mais je poursuis juste, et puis en même temps, vous ne proposez pas, par exemple, de sortir du capitalisme. You don't suggest to move out of capitalism. I suggest that we are already partially out of capitalism, that we live both inside and outside. And that seems important to me, that we're not as fully dependent on capitalism as we often imagine, that many of the things that we do depend on processes that capitalists can't replicate, from photosynthesis that gives us our plants to digestion that gives us animals, that we, as we come up with alternatives, we don't have to imagine ourselves as so subsumed by capitalism that we have no choices except within it. Je suggère que nous sommes déjà partiellement sortis du capitalisme. Je pense qu'on est à moitié dedans, à moitié dehors. Et que surtout, on ne dépend pas aussi pleinement du capitalisme qu'on se l'imagine. Après tout, il y a plusieurs processus qui n'en dépendent pas et qui s'en portent très bien, à commencer par la photosynthèse qui donne naissance aux plantes. Et je pense qu'il existe des alternatives qui font que nous ne sommes pas autant soumis et asservis au capitalisme qu'on le croit. Quand on discutait avec Maëlys avant, tu disais c'est drôle parce qu'Anna Tsing, elle a une manière de faire de la politique tendre. Oui. Alors déjà parce que je pense que y a un geste politique dans ce livre, mais qui est pas du tout, qui est un geste, à mon avis, très profond
et qui n'est pas insurrectionnel, mais au contraire sur justement un travail de regard, d'observation et un travail d'empathie qui confine à une forme de tendresse, c'est-à-dire d'identification à son objet, qui fait que je citais cette citation de Goethe qui parle souvent que l'expérience dans un empirisme plein de tendresse, c'est-à-dire on est vraiment dans une forme de définition de l'empathie, et peut-être qu'avant de proposer des programmes politiques, devrions-nous tous faire le travail que fait Adnan Singh, c'est-à-dire activer les enchevêtrements, observer les surfaces, rentrer à l'intérieur, voir plus profondément ce qui collabore, c'est-à-dire prendre acte du monde dans lequel on vit, ce qui est déjà quand même tout un travail. C'est-à-dire que moi, je suis souvent assez étonnée par la manière dont on se précipite au-delà de cette étape. Je pense que déjà, si tout le monde fait ce travail, on sera plus lucide, plus clairvoyant, plus imaginatif et plus du coup apte à regarder justement ce qui pousse là où on pensait justement ne rien trouver en surface. Excuse-moi de t'interrompre, mais toi, ça intervient comment ça dans le choix des... Tu vois, le choix sur lequel va porter un livre, par exemple? Cette idée de prendre acte du monde tel qu'il est, eh bien, par exemple, je le mets en place pour moi, d'abord, c'est un travail sur le langage et sur, par exemple, l'idée d'aller moissonner certains lexiques qui vont me permettre d'entendre, d'écouter et surtout de faire revenir dans la langue des mots des métiers. Moi, je me suis pas mal... j'ai écrit sur ce pont qui se construit ou sur une transplantation cardiaque, et là sur une fille qui apprend à peindre des marbres, des bois, des écailles de tortue, en tout cas les surfaces justement qui composent, qui agencent la surface du monde. Et c'est vrai que pour moi, il y a toujours l'idée déjà de prendre acte de ce qui est, et donc c'est quand même un engagement assez fort dans un travail de description qui mobilise de la documentation, mais aussi justement de l'imagination, c'est-à-dire le fait de pas seulement me documenter, mais quand je lis activer les enchevêtrements, pour moi, ce serait presque la définition de ce qu'on peut appeler l'imagination, hein, au sens de Baudelaire, c'est-à-dire activer la résonance, les échos entre les choses, voir comment justement les objets se répondent, voir ce que ça étend comme vibration. Et ça, je trouve que c'est très fort. J'y pensais beaucoup quand je finissais mon livre. J'ai découvert ce livre-là un peu sur la fin de mon dernier roman, mais j'y ai beaucoup pensé et je voyais bien que pour moi, c'était vraiment ça. Le travail d'imagination, c'est lever vraiment tous les rapports intimes, secrets, cachés qui existent entre les choses. Et c'est ce que fait Anna, c'est exhumer finalement un réseau que l'on ne remarque pas si l'on ne va pas le voir, et qui est pourtant qui organise des pratiques, des sociétés, et évidemment une économie. Et je trouve que c'est important de faire ce travail. Est-ce que tu arrives à savoir à quoi ça te sert vraiment quand tu lis je dis ça parce que je suis très étonné du nombre d'auteurs que je connais, d'auteurs de littérature, qui lisent beaucoup moins de littérature que de sciences humaines, qui sont d'abord des lecteurs de sciences humaines, et voilà. Et donc je me demande toujours à quoi ça leur sert. Est-ce que par exemple tu peux savoir, voir des traces très, très, très matérielles de la lecture d'un livre comme ça dans un texte, je sais pas, par des mots, est-ce que tu sais où ça intervient? Pas vraiment. D'ailleurs, moi je dis pas, enfin pour ma part, je lis pas forcément plus de sciences humaines que de littérature. Je lis quand même pas mal de littérature. Mais je vois quand même je piste quand même la présence des sciences sociales dans certains livres.
qui pour moi sont d'ailleurs des grands livres, parce qu'ils ont à la fois la beauté, effectivement le fait de travailler l'émotion et en même temps d'apporter, je dirais du savoir, enfin en tout cas les savoirs propres qui sont ceux de la littérature, qui sont aussi des savoirs très intimes. Parfois c'est en lisant un roman d'amour que l'on comprend ce que l'on a vécu soi-même quand on est... Et ça, je trouve ça, évidemment, je trouve ça très fort, mais il y a des... C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un rapport utilitariste, c'est évidemment pas toujours pour les rapporter à soi que l'on va lire des livres de sciences sociales ou pour les rapporter à son travail, c'est plutôt pour être tout simplement des meilleurs vivants, enfin être plus ajustés au monde dans lequel on vit. Parfois c'est juste de la pure curiosité. Mais je dois dire que pour ce livre-là, en tout cas, j'ai vu des formes de méthode. C'est-à-dire par exemple, activer les enchevêtrements, les têtes de chapitre, pour moi, elles étaient de quelques problèmes. Je les disais un peu en me disant, voilà, il y a une façon elle a une façon de raconter le monde, de nous le raconter, donc d'en créer un récit. Elle a une forme de méthode, et je voyais bien que ça aussi que ça m'intéressait pour ça. Et justement, Anna Tsing, en quoi est-ce que cette manière de raconter, qui est effectivement très, très particulière, parce qu'elle mobilise des types de discours extrêmement différents, des registres très différents, puisque effectivement on peut, après un exposé très, très scientifique sur ce que c'est qu'un champignon, avoir l'apparition de fantômes. En quoi est-ce que ça veut dire que notre monde aujourd'hui tel qu'il est ne peut être raconté qu'en mobilisant tout ça? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il est compliqué, etc. Et qu'on peut plus en tenir un autre discours, et qu'en fait, ce que vous faites dans ce livre, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, c'est que vous proposez une autre manière de faire de la science, tout simplement. Yes. Oui. Eh bien voilà, merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez développer. Well, I, in the book, do try to make the claim that this mode of layering stories is a form of science. And I make that claim in part because so many of my colleagues refuse to say that they're doing anything except critique. And so I want to say, actually, we're creating knowledge of the world through the ways that we tell the research we have, that we are creating... even Maëlys just talked about looking for forgotten words and how they can revitalize language, that those kinds of attempts to describe more vividly and precisely are a kind of science that we should celebrate, and perhaps can take us past some of the kinds of blocks that the arguments between science and non-science have drawn us into. À mon avis, c'est ça, la science, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de créer ce mode de narration d'histoire à travers des couches superposées. Nous élaborons, à mon sens, notre connaissance du monde via notre manière de la raconter. C'est ce que vous disiez sur le fait de revitaliser certains mots, de leur redonner la vie. C'est ça en soi la science, et c'est ça qui est sujet à réjouissance, et non pas les blocages que nous avons jusqu'ici sur cette scission entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Avant de vous donner la parole, vous avez parlé de vos collègues tout à l'heure en disant qu'ils vous disaient qu'il fallait être plus académique dans votre langue. Et justement, d'ailleurs, je voulais savoir quelle était la réception. Une fois qu'ils ont lu, est-ce qu'ils ont été convaincus par votre méthode? I feel happy that academics have received the book quite well. I think in the United States, many anthropologists think that they have to write in incomprehensible language in order to be considered authorities. And then they were surprised that to read a book that wasn't trying to obfuscate might
be more pleasant and actually allow one to understand a situation better. So I think it took not just me, but my colleagues by surprise that it didn't require the kind of level of authority building that most academic books have. Je suis contente parce que le livre a été bien reçu au niveau académique. Aux États-Unis, dans le domaine de l'anthropologie, souvent les grands pontes, les autorités en la matière ont tendance à penser qu'il faut écrire dans une langue parfaitement incompréhensible pour être pris au sérieux, et en tout cas pour dire quelque chose. Et ils ont été surpris de voir qu'on pouvait prendre ça à contre-pied et raconter les choses différemment, ce qui, moi, m'a surprise également par contre-coup, de voir qu'ils pouvaient accepter cette manière différente d'écrire. Et toi, Maëlys, c'est un reproche qu'on te fait justement D'écrire de manière incompréhensible. Non, mais de mobiliser justement des vocabulaires, d'aller puiser dans d'autres discours que le tien. Et d'ailleurs, j'ai une question complètement subsidiaire, excusez-moi, hein, mais j'avais oublié de lui poser tout à l'heure. Pourquoi tu dis un clope et pas une clope? Alors, je sais que la rectitude de la langue nécessite de dire un clope et pas une clope. Et simplement, quand dans la vraie vie, tu dis une clope, et hier, tout à l'heure, tu m'as dit t'as pas une clope, et après, quand t'écris un clope. Oui, alors ça, c'est quand même des batailles avec les préparateurs de copies et les correcteurs. C'est pas eux qui décident s'il doit dire une clope ou un clope. J'ai choisi un clope pour les livres, ouais, c'est vrai. C'est très bizarre. Non, c'est très bizarre. Okay. Sinon, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, mais une tige, un clope. Voilà, on avait les deux. Ah, pardon, mais et donc sur la question de la mobilisation de langue. Non, mais après, bon, moi, j'utilise quand même les outils de la fiction, c'est-à-dire que moi, je passe écrivant des romans ou des nouvelles, il est question de situation, de personnages, etc. J'utilise quand même d'autres outils, mais c'est vrai que je mixte, enfin, j'incorpore ces lexiques et puis des prélèvements, des moments d'enquête ou des moments d'entretien que je peux avoir avec. Mais tu les aimes follement, ces lexiques extérieurs, sinon tu n'irais pas toujours choisir des sujets qui en nécessitent énormément. Non, mais je trouve que d'abord, il y a de la beauté. Je trouve qu'ils ont une beauté. Je pense que ce qui me touche, c'est d'abord de les connaître, parce qu'au départ, je les connais pas. C'est vrai que je vais d'instinct vers des mondes dont je parle pas la langue, donc c'est déjà, on se fait étranger dans sa propre langue, et déjà c'est pas mal. Ensuite, je trouve qu'ils ont une beauté, et je trouve surtout qu'ils font immédiatement un grain dans la page. On les repère immédiatement, c'est-à-dire qu'ils vont troubler la belle langue du roman, surtout quand ils donnent lieu à des énumérations. Ils sont tout de suite un peu bizarres. Quand c'est des noms propres, ils ont des majuscules. Quand c'est des noms scientifiques, etc. Mais aussi, ils me permettent tout simplement d'être totalement, de travailler une écriture de contact, c'est-à-dire vraiment une écriture à la fois de tact, enfin j'espère d'attention, mais aussi une écriture de la porosité. Et donc chaque chose a un nom, chaque process. Et moi je trouve que renommer les objets, par exemple les outils. Dans mon dernier livre, j'avais été très émue de découvrir que, quand même, voilà, que un pinceau, voilà, c'est une espèce de mot complètement vague. Les peintres en décor, ils ont un mot pour nommer le pinceau qui va faire un trait fin, celui qui va faire un trait plus épais, celui qui va être en poil d'ours, en soie de porc, en petit gris, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a 50 noms de pinceaux, le stripper, si vous voulez, et moi, ça m'émerveille. Tout d'un coup, c'est le monde qui monte dans sa diversité, dans sa variété, dans sa pluralité. Et tous ces mots font voir aussi toutes ces différences, c'est-à-dire que justement celui qui est en poil d'ours d'Alaska, il fait pas le même trait que celui qui est en soie de porc. Et ça, voilà, et ça c'est le rapport au langage qui me le donne, c'est cette intimité que j'essaie de créer avec ma propre langue qui me l'apporte, et je trouve ça très fort. Mais on peut avoir la même chose en lisant les noms des Farajou ou les noms des rouges à lèvres. Les Farajou. Ah,
Je me disais, elle parle d'une peuplade indonésienne que je ne connais pas. Non, les noms des... Farajou. Ouais, non, j'ai compris. Non, mais parce que... ou alors des rouges à lèvres. À rouge à lèvres, les gens se mettent... Donc on est entre du brun et puis du rose. Et il y en a 50 qui s'appellent bois de rose, rose poussière, machin. Bon, et voilà. Et il y a les pinceaux, et ça, c'est la spécificité, c'est toujours cette idée quand même de resingulariser, de recréer du singulier dans ce qui se donne comme étant complètement général. Et ça, pour moi, c'est un geste qui compte pour moi. On me le reproche parce qu'il y a de l'abus, je vois bien. Il y a de l'excès, non, mais il y a de l'excès, je le sais. Et c'est là où j'ai une pente qui est un peu fragile, s'il y a du trop, parce qu'effectivement, ces noms de marbre... j'en garde 7-8. Les premières pages, c'était... Ah oui, il y en a plus au départ ? Ah bah oui. Ah ouais ? Bah oui. Ok. Non, mais voilà. Mais parce il y a de l'émerveillement aussi. Il y a de l'émerveillement. Mais en revanche, la transplantation cardiaque, où je voulais qu'elle soit si exacte que le livre pourrait être comme un manuel pour l'accomplir en cas de problème. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement, je veux dire, c'est extrêmement, il n'y a pas de... Elle est complètement dite et elle est dite de manière exacte. Alors, c'est pas la vérité, c'est pas la même chose que l'exactitude, et j'espère qu'elle est dite de manière vraie, mais en revanche, il y a au moins ça, c'est qu'elle est décrite. Anna, vous avez quelque chose à dire, ou parce que sinon j'ai une question. Just quickly, I mean, it's interesting to think about how in these times excessiveness can be a form of preciseness. Alors il va falloir que vous... bon. C'est intéressant de penser à notre époque qu'en étant excessif, on peut être précis. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter un tout petit peu ? I was responding. I mean, in the book about the heart, there are the words tumble out at the reader, and that the precision that Maëlys was just talking about is created through the tumbling out of many, many extra words that help one to get into the situation that's being described. La cascade. Dans le livre sur la transplantation cardiaque, il y a cette notion de cascade de mots, et de cette cascade de mots naît la précision du mouvement et du moment. Vous faites la même chose, quoi. Non. Non, c'était une blague. C'est pas la peine de répondre. On se côtoie. C'était pour faire comme s'il y avait une sorte de conclusion épiphanique à cette discussion. Il est 10h moins 10, donc je propose que pendant les 10 minutes ou peut-être un tout petit peu plus qui restent, vous puissiez poser à Maëlys de Kerangal ou à Nat Singh les questions que vous avez envie de leur poser, qui, je suis sûr, compléteront ou préciseront merveilleusement tout ce qu'on vient de discuter. C'est Emmanuel qui a le micro, il est là, et il faut le héler. Ah, monsieur... Je me demandais comment les collègues d'Anat Singh, de sa discipline, avaient reçu le fait qu'elle s'intéresse autant à la biologie, parce que dans le milieu universitaire français, c'est plutôt une maladie pour les sociologues et les anthropologues de s'intéresser trop à la biologie. En tout cas, il y a un conflit générationnel très clair là, autour de ça. C'est pas les mêmes qui s'intéressent à la biologie que ceux qui s'intéressent à l'anthropologie ou à la sociologie. Est-ce que ce conflit existe, ou est-ce qu'il est en cours de résolution, ou est-ce qu'il n'a existé à aucune époque en Amérique? Yes, it's a new extension of anthropology to include non-humans as well as humans into the stories that we tell, into the sense of social life and historical action that we once excluded
just for humans. So indeed, there are still great debates about whether this is acceptable or not. But the more that we find ourselves in environmental trouble, the more it seems to me it's no longer acceptable to just imagine that we can tell stories about humans and be finished with understanding social life. Effectivement, c'est une nouvelle extension de l'anthropologie qui va inclure le non-humain avec l'humain. Alors ça donne encore lieu à de vastes débats, puisque jusqu'alors les histoires excluaient toute forme qui ne soit pas purement humaine. Mais je ne pense pas que l'on puisse continuer à penser l'avenir et le monde et la vie face aux problèmes environnementaux qui sont les autres, en s'imaginant seul dans un vase clos au milieu de tout ça. D'autres questions? Je suis sûr que vous en avez. Ah, au fond. Merci. Je suis moi sur l'écriture, mais tout à l'heure, en introduction, Stéphane Guillet a fait allusion aux européennes et aux résultats des européennes, entre autres en France. Et au travers de ce que je peux comprendre à la fois dans le vivant, le champignon et l'arbre, mais aussi toutes les communautés, et puis ce champignon qui est venu du Japon pour se retrouver un élément important aux États-Unis. Est-ce que ça montre, alors je dirais pas un message, mais dans cette évolution et puis tous les problèmes climatiques qui arrivent, de dire que on ne s'en sortira que si on est ensemble et pas si on reste chacun de son côté renfermé. I don't know whether we will manage or not. I think we don't have any good choices except trying to hold on to livable spaces for humans and non-humans, that if it's true, we can't make it alone, which I believe to be true. I mean, as a human species or as ethnic groups, national groups, then we are going to have to figure out how to muddle together with each other across radical differences. And so learning to tell stories in which varied protagonists somehow work together might be one small part about figuring out at least a few of those spaces that we might hold on to. Je ne sais pas si on va s'en sortir ou pas, mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix que celui de nous accrocher aux espaces qui sont vivables, en partant du principe que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes un assemblage d'espèces humaines, de groupes ethniques, et que pour s'en sortir, éventuellement, il faudra se débrouiller ensemble, et ce, malgré nos différences. Et je pense que raconter des histoires telles que je l'ai fait sur des parcours aussi divers et variés peuvent nous aider en ce sens à garder et récupérer ces espaces vivables. Oui, je voudrais poser une question. Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises déplacer le regard et déplacer la réflexion. Et je trouve très intéressant la façon dont vous traitez la question de la précarité et la liberté. On n'a pas l'habitude de traiter ce couple ensemble, en général. La précarité, c'est souvent considéré, en définitive, sur un côté néfaste, qui apporte plus de désagréments qu'agréments. Et j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu cette réflexion. Ayant lu votre livre, j'avoue que ça m'a un peu heurté au début. Et cheminant dans le livre, j'ai cru comprendre ce que vous avez esquissé tout à l'heure dans un début de réflexion, quoi. I don't think it's a treat to live with precarity when we imagine polar bears
suffering from the lack of ice and tottering on the brink of starvation. This is not a fun situation. And I think that's probably true for humans too. However, despite the fact that we might not want to be precarious, learning to think through precarity seems to me really important, because precarity is that situation where you don't imagine that you can do everything yourself just by killing off those you don't like. That precarity is the situation of being vulnerable to others. And it's the only starting point I can think of. It's not the goal to be precarious, but rather the starting point for thinking about where we are right now. Ce n'est pas un cadeau de vivre dans la précarité. Si on pense à l'ours polaire sur sa banquise qui est en train d'en mourir, ce n'est pas souhaitable, et c'est valable. Cette même image est valable pour les êtres humains. Mais la précarité peut sans doute nous aider à réfléchir de manière intéressante à notre monde, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans une position où il nous suffit de dégommer tout le monde autour de nous pour continuer à vivre, mais nous sommes désormais dans une situation de vulnérabilité, et la précarité est un angle de vue, est une manière d'aborder notre monde pour en parler. Monsieur. Bonsoir. Je me posais la question parce que j'ai lu le livre d'Anat Singh et je suis très content de l'avoir entendu aujourd'hui encore, mais je connais moins bien les livres de l'autre invité. Et le titre du livre, La naissance d'un pont, m'intrigue énormément. Et je ne sais pas si vous pouviez en dire un tout petit peu plus sur ce livre. Merci. Alors, l'autre invité, est-ce que tu peux dire un truc sur ton livre qui s'appelle, je ne sais plus comment, hein. La naissance d'un pont, c'est un roman qui raconte la construction d'un pont dans une ville fictive que j'ai située d'ailleurs de manière assez impropre en Californie. Et donc c'est tout ce que c'est un livre. Ce pont est censé, d'abord. Et la décision que prend un maire à la fois très mégalomane et qui veut ouvrir sa ville sur l'extérieur dans un temps de mondialisation. Et il va relier donc une ville en pleine mutation et une forêt. Il est censé relier cette ville et cette forêt qui est une forêt où vivent encore des gens, des peuples qui ont été contactés mais qui vivent encore sur un mode plus traditionnel. Et alors comment ces deux mondes totalement antinomiques pourraient être conciliés peut-être par un artefact comme un pont. Et je me suis intéressée au travail du chantier et aussi à tout ce que drainait comme histoire, justement, cette construction, le fait qu'à un moment précisément, des oiseaux, par exemple, viennent nicher dans le fleuve et qu'ils sont protégés par des associations, que le pont qui est énorme face à ces petits oiseaux doit s'arrêter. J'ai essayé de regarder un peu justement toutes les formes de tension, de friction un peu qui apparaissent aux alentours de à l'intérieur et autour de ce chantier. Et le livre se construit à mesure que le pont se construit. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu comme la transplantation cardiaque, c'est qu'après vous pouvez construire un pont. Mais je ne sais pas s'il se tient bien debout. Ça peut faire le coup du pont de Gênes. Mais bon. Mais justement, parce que vous avez, si je peux me permettre juste une question, c'est comment vous l'avez lu. J'ai posé la même question à Maëlys tout à l'heure. Vous avez commencé à y répondre à cette question, Anna, comment vous aviez lu ce livre. Vous avez parlé d'infrastructures, de raconter les infrastructures, mais un peu plus précisément. I'll admit, I came across Birth of a Bridge because Maëlys sent it to me. But I had already read Men the Living about the heart transplant and been completely engulfed by it because the ways that the stories layer on top of it, and one
character's story follows another. So I was really ready for a new Maëlys novel. And I was so delighted to see how active the bridge is in the story, that it's not just the story of human people, but the bridge is like an octopus of tentacles drawing in so many lives, remaking lives through the process of building the bridge itself, that it was very helpful to me to think about how something like a bridge can change the possibilities of life all around it. On va prendre une dernière question. Pardon ? Pour répondre à votre question, excusez-moi, vous ne parlez pas anglais, mais... Pour répondre à votre question, j'ai lu donc Naissance d'un pont parce que Maëlys me l'a envoyé. Mais préalablement, j'avais lu l'histoire donc de la transplantation de cœur qui m'avait totalement emportée, absorbée dans sa manière de superposer, entremêler les couches d'histoire. Et j'étais absolument prête et partante pour un autre roman. Et j'ai été très frappée par la manière dont ce pont prend vie et est actif au sein de l'histoire. C'est pas juste un objet ou une structure, mais c'est un peu comme un animal qui a des tentacules et qui est là pour recréer des vies via sa propre construction et qui nous permet de penser la possibilité des vies autour de sa propre construction. Dernière question. Monsieur. Merci. Tout à l'heure, vous avez Mélisse de Kerangal, vous avez établi une relation entre la précision et la politique. Et je me demandais justement cette précision dans le langage, elle irait à l'encontre de tout ce qui est généralisation, quelquefois utilisé en politique. Et est-ce qu'on pourrait aussi voir dans les descriptions, aussi bien chez vous que chez Anna Tsing, dans les descriptions, une voie, un chemin vers une réalisation, vers des réalisations plus concrètes, sans aller jusqu'à une transplantation cardiaque ou la construction d'un pont, mais dans l'engagement de tous les jours, dans le quotidien, dans la mesure où justement ces descriptions, cette précision du langage pourrait conduire vers une précision des actions, des réalisations. Ça, je ne sais pas bien. Je pense que c'est ce qui est politique, je pense, dans la précision, c'est le fait de lutter précisément contre la généralité et de cette histoire de faire surgir des vies et de faire surgir des identités et des visages en fait dans la foule, par exemple. Ça, je pense qu'on est gouverné par des généralités, par des discours qui sont d'ailleurs souvent, qui emploient souvent des mots à majuscules. Et ce que j'aime dans la précision des noms communs, c'est que pour moi, ils œuvrent toujours à spécifier et ils recreusent dans le flou, le général, etc. Et peut-être parfois la façon dont on est perdu dans nos propres impressions, ils recréent des prises. Ça, et pour moi, ça c'est très politique. Et je voyais récemment, par exemple, la question... si on réfléchit, alors ça c'est un exemple... qui est peut-être assez banal, mais la manière dont on a pu décrire la crise des migrants à partir de août 2015, et puis la manière dont on en parle, on voit bien que le vocabulaire employé est toujours un vocabulaire du liquide, c'est la marée, c'est le flot, ça submerge, etc. On est toujours dans quelque chose de liquide, qui nous permet d'ailleurs qui a, à mon avis, pour but justement
de faire que l'on ne puisse pas se représenter ceux dont il est question et qui ne sont plus nommés que résorbés, en fait, dans un mot qui les désigne par leur mouvement, qui est les migrants. Voilà. Et c'est vrai que si on se dit simplement que c'est une vie, plus une vie, plus une vie, plus une vie, plus une vie, c'est-à-dire que si on reprécise, si on réindividualise et par exemple, on n'est pas ému plus que ça par ces histoires de migrants, justement. Enfin, il y a quand même... ces histoires, elles durent depuis si longtemps. Il y a eu presque 20 000 morts en Méditerranée depuis la fin des années 2000. La fin du XXe siècle. Et pourtant, un seul enfant, par exemple, ou un seul cas, ou un seul enfant, vous voyez, tout de suite, il y a cette histoire un visage, tout d'un coup, ça convoque l'émotion. Et je pense qu'il y a quelque chose de politique dans cette histoire, c'est-à-dire que dans ce geste de renommer, et d'ailleurs, j'en parlais récemment, il y a des gens qui précisément à Lampedusa font tout ce travail de nommer, d'identifier, de retrouver précisément ces noms qui ont disparu avec des prélèvements d'ADN comparés sur des photos sur des passeports, etc. Ils ramènent les noyés et finalement, ces noyés, ils vont de nouveau les faire advenir comme êtres singuliers, comme des vies arrêtées, mais comme des visages et des vies. Et c'est vrai que dans cette précision, dans cet acte de renommer, de donner à chaque chose un nom, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez puissant et qui, justement, nous permet de tenir, de résister, en tout cas de tenir à distance le discours de la généralisation, qui est souvent le discours de la bonne morale et qui ne s'appuie vraiment parfois que sur du compassionnel ou des choses plus comme ça. Là, vraiment, c'est des noms et c'est 1 + 1 + 1 et je trouve ça plus fort, effectivement, plus politique. Alors après, est-ce que tout ça conduit à des actions ? Par exemple, là, en l'occurrence, on pourrait dire que ce désir de précision, de nomination, de singularité, de spécification, d'incarnation même, c'est par exemple l'action que mène ce collectif à Lampedusa. Et pour eux, vous voyez, ce désir de précision, il les conduit à ces actions concrètes. Parfois, ça peut effectivement être l'enjeu d'un texte, ça peut donner lieu justement à une action. Vous voulez ajouter quelque chose, Anna ? Pas obligé. It's okay. I think we should, if there's room for one more person. Yeah. Okay. Donc dernière question, monsieur. Oui, je voulais juste savoir si on peut connaître le prochain sujet du prochain livre d'Anna Tsing et les sujets de recherche qu'elle a actuellement. Est-ce que c'est dans la même veine? Est-ce que c'est sur le même sujet ou pas? Oui. I have a big new collective project that I'm giving my heart to right now. It's called Feral Atlas, the More Than Human Anthropocene. In ways, the process I got there came from this book, where some of my readers saw this as a book as too positive because the mushroom pickers are having a pretty good life and the mushroom has an okay life too. When I turned my attention to pathogenic fungi, that is those that cause diseases, whether in plants or animals or humans, I could see how much they responded to the industrial condition to become much more powerful and virulent killers. This opened up a whole project on the many ways that the beings among us respond to human projects to become something new and different and unexpected. And this project collects many, many stories of these unexpected ways of being, many of which are quite terrifying and terrible.
and we will be presenting them in a digital format, hoping, again, some of the kinds of politics we've been talking about here, hoping that these stories don't just scare people, but they allow people to become involved in the details, to become curious, even in the terrors of these stories, even in the dread we might feel, that some kind of sense of wonder and curiosity that might allow people to get involved and perhaps even to suggest solutions to the kinds of terrible features of the Anthropocene that we will be describing in this project. So hopefully you'll see that in the beginning of 2020 at feral-atlas.org. Je travaille sur un nouveau projet collectif de grande ampleur autour de l'Anthropocène. Dans ce livre, les récits sur les cueilleurs étaient souvent perçus par mes lecteurs et lectrices comme étant presque trop positifs, et je me suis penchée sur les champignons pathogènes, c'est-à-dire ceux qui ont une réaction à leur environnement industriel et qui deviennent extrêmement virulents. En fonction et en raison et à cause de la présence humaine. Donc de nouveau, ça sera une collection d'histoires plus terribles et terrifiantes les unes que les autres, que nous présenterons dans un format numérique, et là encore avec cet objectif politique dont vous parliez à l'instant, qui est qu'au sein de cette peur que ces récits pourront générer, d'essayer d'attiser l'attention et la curiosité des gens pour qu'ils s'impliquent et, qui sait, peut-être pour qu'ils aient envie à leur tour de suggérer des solutions face aux désastres qui nous entourent. Et ça, c'est prévu pour le début 2020. Merci beaucoup pour vos questions, votre attention. Merci beaucoup à Fabienne Gondran d'avoir assuré l'interprétation dans les deux sens. Et merci à Nat Singh et Maëlys de Caringal. Bonne soirée. Et donc ça continue demain.